Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez, nous avons la chance de vous proposer à nouveau une capsule de Proust et c'est donc l'occasion d'aller découvrir, ou plutôt d'aller à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Et aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Baralis qui se prêtera au jeu des 13 questions de notre capsule de Proust. Jean-Christophe est co-directeur de publication et co-auteur de l'ouvrage le grand livre de l'appréciative Inquiry, concept, méthode et application. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Yotis, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Alors Jean-Christophe, comment vas-tu et comment te sens-tu? Eh bien, je me sens particulièrement bien parce qu'à la fin de la semaine, je vais rejoindre mon pointu niçois. Je suis originaire de Nice et un pointu, c'est la petite barque de pêche. Voilà. Donc, je me sens Ah, plutôt bien. prêt pour voyager. Donc, alors bienvenue Jean-Christophe dans cette capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous Hmm. dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? Écoute, je peux pas te le dire maintenant, mais je me souviens d'une phrase de Stephen Gilligan qui m'avait formé à l'hypnose qui disait: ne rien prévoir, s'attendre à tout. Ah, super. Alors Jean-Christophe, es-tu prêt? Oui, je suis prêt, Yotis. Tu es prêt à tout donc. Tout prévoir. Alors, c'est parti. Quelle est la qualité que tu préfères le plus chez un coach? Je crois que celle qui me vient à l'esprit, c'est sa curiosité et ce côté téméraire de sortir des sentiers battus, d'imaginer des nouvelles manières de faire, d'avoir des pas de côté. Donc curiosité et créativité. Quelles sont les erreurs qui t'inspirent le plus d'indulgence? Bah, c'est l'erreur d'une personne qui part d'une bonne intention et qui a fait ou qui a pensé quelque chose de différent mais qui l'a fait avec cette intention bonne. Donc ça mérite de l'indulgence. Si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Alors, j'en connais un particulièrement qui s'appelle Jean Pagès, avec qui on a fondé l'Institut français d'appréciative inquiry. Et ce que j'aimerais observer de chez lui dans un petit coin de souris, c'est la manière dont il pose les premières questions, comment il appréhende la problématique de son coaché, parce que je l'ai vu faire et franchement, je m'en lasse pas. Jean-Christophe, et si tu n'avais pas connu l'appréciative inquiry? Eh bien, écoute, j'aurais inventé. J'aurais certainement créé quelque chose, inventé, trouvé des idées pour mettre en place des choses qui m'animent, c'est-à-dire véritablement de regarder le monde que nous vivons dans des endroits qui marchent, qui fonctionnent, qui sont positifs. J'imagine que je me serais inspiré d'auteurs américains, mais aussi français. Mais j'aurais créé quelque chose, Yotis. Quelque chose qui se rapproche de l'appréciative inquiry ou pas? Oui, certainement, parce que je crois que l'approche appréciative a prolongé peut-être une part de moi qui est un peu plus optimiste que j'ai développée. J'ai deux parents qui ont construit leur vie et qui, j'allais dire, qui partent de rien au sens professionnel du terme, mais qui se sont construits et pour lesquels j'ai beaucoup modélisé la manière dont ils ont réussi leur vie. Donc j'ai pris de leur part en fait. Et ce côté optimiste, ils sont nés pendant la guerre, ça a certainement fait bouger des choses chez moi. Alors Jean-Christophe, là, je te propose de faire une pause. Le monde est à l'arrêt et je Mmh. t'invite à monter à bord Mmh. d'une machine à voyager dans le temps. Quelle destination choisirais-tu et pourquoi? Alors le monde est à l'arrêt. Oui, il l'a déjà été, hein, Yotis. Oui. Donc voilà. Et la destination, c'est une destination simple. C'est une destination où j'ai mes repères, mes racines familiales, hein, moi, le berceau de toute ma famille est du côté de l'arrière-pays niçois, à la frontière italienne, et je crois que ma destination serait d'aller manger des raviolis là-bas. C'est une machine à voyager dans le temps. Donc, à quelle époque irais-tu manger?
Je pense qu'il y a une époque qui me touche, c'est celle qu'ont vécu nos parents dans les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'il y avait le plein emploi, il y avait tant qu'ils avaient à manger, il y avait du bonheur dans les prés. Voilà, cette période-là où chacun avait sa place dans la famille, mes grands-parents cultivaient. Voilà, c'est vraiment vivre la ruralité le plus simplement possible. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 60 ans à peu près, juste après la guerre, dans un esprit aussi de reconstruction, c'est-à-dire rebâtir ce qui a été détruit. Et ça, c'est bâtir ce qui a été détruit, ça produit du sens, parce que ça nous permet de dépasser un traumatisme et de voir finalement qu'on peut se remettre debout et continuer à vivre. Voilà. Alors, là, en ce moment, donc là, à l'instant, là, à la seconde où on parle, quel livre se trouve sur ta table de chevet? Alors, c'est un livre qui s'appelle Words Create Words. En anglais, c'est un ouvrage qui a été écrit par Claudia Gross et qui reprend un principe de l'approche appréciative, c'est les mots créent nos mondes. Et donc, dans cet ouvrage, elle met en évidence un peu plus profondément comment on construit notre réalité, qui est une réalité singulière et unique, à partir du langage qu'on emploie. Donc, c'est passionnant. Et celui qui est juste en dessous, c'est le livre de François Baltard, voilà, que je relis, La complexité à la portée de tous. Et François, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, c'est mes deux ouvrages. Et puis, je vais vous dire une part de moi, puisque c'est très personnel, hein. C'est que je relis aussi des SAS, Malcolinge, ouvrage que j'avais quand j'avais 15 ans. Ok. Ouais. Et donc, j'ai toute une collection et je relis SAS à Hong Kong, par exemple. Donc, il y a des petits passages un peu délicats aussi dedans, et c'est de la légèreté, voilà. Très intéressant. Alors, Jean-Christophe, qu'est-ce qui est génial chez toi? Écoute, je crois qu'il y a deux traits qui me caractérisent. Génial, je sais pas, mais je dirais une persévérance. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est d'être curieux du monde dans lequel on vit. C'est comme si les limites n'existaient pas. J'aime bien aller vadrouiller, apprendre des choses, comprendre. Voilà, génial. Génial au sens de génie, je suis pas sûr. Mais il y a un petit génie en moi, voilà, qui m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce que l'approche appréciative, et puis finalement d'aller autour de ça, d'aller comprendre comment ça fonctionne. Et là, j'ai la chance, je sais pas, mais un de mes fils fait des études en neurosciences et l'autre en sociologie, et j'ai envie de savoir ce qui est dit sur les bancs de l'université. Donc, ce qui est génial, c'est la curiosité, la créativité. Et puis, j'ai aussi un côté génial, c'est je suis un peu rebelle quand même. C'est-à-dire, j'aime pas être dans la conformité. Donc, j'aime bien être un peu parfois le poil à gratter. C'est peut-être ce qui a fait aussi le succès. Alors, pendant ces 2 décennies, donc pendant 20 ans, comment pourrais-tu décrire l'énergie qui t'a animé pour porter l'Appreciative Inquiry jusqu'au stade d'aujourd'hui et Mm, quelles sources d'inspiration ont alimenté ta passion et ta mm. persévérance tout au long de ce voyage? De 20 ans, c'est une histoire, Yotis, une histoire qui remonte avec une très belle rencontre, et c'est souvent comme ça. Une belle rencontre avec Jean Pagès, Jean qui, pour la première fois en France, a parlé d'un sujet, il dit tiens, l'appréciative inquiry, et l'énergie, je l'ai tirée de cette relation, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est nourris l'un et l'autre, on a quelques années de différence, et j'ai vu en Jean quelqu'un qui m'a conduit, qui m'a éclairé, et ça a été extrêmement profitable, puisque j'allais dire que la seule chose que nous n'ayons pas fait ensemble, c'est s'embrasser. C'est parce qu'en fait, c'est un couple qui a vraiment été, qui a marché, qui a fonctionné. Et puis ensuite, quand vous avez de l'énergie dans une relation, eh bien, ça rayonne autour de soi. Et j'ai vu l'engouement finalement en France.
de personnes qui avaient envie d'en savoir davantage. Et ça nous a aussi donné de l'énergie parce que c'était un pari dans un pays critique, négatif et pessimiste, soi-disant, d'amener une démarche qui est plutôt positive, on va le dire comme ça. Fallait être courageux et téméraire. Et finalement, on s'aperçoit que, voilà, on a formé pas loin de 2000 personnes. Et aujourd'hui, quand je vois, durant ces 20 ans, toutes les entreprises qui se sont intéressées à l'approche, c'est ça l'énergie. L'énergie, elle vient de là. Elle vient d'un, quand je dis un pays, c'est peut-être un peu pompeux de le dire, mais elle vient de voir que finalement, humblement, nous avons posé les bases d'une petite église. Et elle n'est pas au stade de cathédrale, mais elle est quand même, elle est plus que romane là aujourd'hui. Donc, voilà. Donc c'est une énergie incroyable. Et puis aussi une autre énergie, c'est de montrer qu'on peut arriver à faire des choses, et surtout auprès de mes fils, de dire voilà, prenez parce que tout est à faire, à construire. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je te reprête la baguette magique. Et avec celle-ci, tu as la possibilité d'inviter 3 personnes, mortes, vivantes ou de fiction, à un dîner. Qui inviterais-tu et que mangeriez-vous? 3 personnes. Écoute, j'inviterai un auteur qui m'a beaucoup ému, c'est Guy de Maupassant. J'ai lu pratiquement toute l'œuvre de Maupassant, donc je le ferai venir à ma table. Il y a un grand-père, le père de mon père, qui me raconte le siècle dernier, enfin même le 19e siècle, parce qu'il il est né à la fin du 19e. Et puis, peut-être que j'inviterai Anne Frank. Voilà. Les 3 et je pense que là, on a. Tu limites à 3, Yotis, hein, donc je pourrais. Mais là, voilà, il y a autant de. Je pense que ce serait un repas extraordinaire, voilà, avec des partages de vie. Et vous mangeriez quoi? Moi, je crois que je leur ferai une daube niçoise avec de la polenta. Ok. Et puis, tu parlais des 13 questions. En fait, nous avons une tradition à Nice qui est les 13 desserts. Ah, Au moment de Noël, ça s'appelle les 13 desserts. Donc voilà, ce chiffre-là nous est familier à Nice. il y a 13 desserts donc que tu proposerais aussi. Donc, faut les manger les 13 ou il faut choisir parmi les 13? Non, non, ils sont présentés à table et puis chacun prend ses 13 desserts. Ok. Faut pas faire de Jean, régime. ah non, le régime, c'est juste après. Alors, Jean-Christophe, quel est ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, il y en a un qui me touche, c'est de voir j'allais dire de manière tout à fait normale, voir mes enfants réussir et faire dans leur partie, faire leur œuvre. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui me touche. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un père qui parle. Et puis, il y en a quand même un qui concerne. Je le dirais autrement. Je dirais que j'aurais réussi si, et ça me comblerait. On change aussi la manière d'éduquer les enfants, c'est-à-dire qu'on regarde, on repère chez eux ce qui marche, ce qui fonctionne, leurs forces. Que dans le monde de l'hôpital et la santé, eh bien, on retrouve de l'énergie aussi pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Vu les nombres d'interventions que nous faisons aujourd'hui dans le monde de l'hôpital et de la santé en général, ça m'est très cher en fait. Voilà. Et puis, je pense que mon rêve de bonheur, c'est d'arriver à pêcher une petite tanche et de la faire griller après avec un petit peu de rosé. Ok, très intéressant. Alors, ben voici le moment tant attendu de la question posée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle nous a sorti cette fois? Alors, je vais te lire la question que l'intelligence artificielle te pose.
Dans le contexte actuel marqué par la crise climatique, la crise énergétique et l'hyperinflation, comment l'Appreciative Inquiry peut-elle se révéler un levier essentiel pour les entreprises en leur permettant de relever ces défis complexes grâce à une approche novatrice de management et de conduite du changement, mettant en avant la valorisation des forces et des énergies positives au sein des organisations? Comment cette approche peut-elle favoriser la création de dynamiques collaboratives propices à l'innovation et à l'adaptation rapide face à l'urgence des enjeux auxquels elles sont confrontées? Chariotis, je ne vais pas te redemander, tu peux répéter la question? Si tu en as besoin, je veux bien la relire. Elle est de plus en plus généreuse, je remarque. L'IA est très en forme ce matin. D'ailleurs, à propos, moi je dis souvent, plus il y aura d'IA, d'intelligence artificielle, plus on aura besoin d'AI, Appreciative Inquiry. Et tu vois, il y a un effet miroir, IA-AI. Donc voilà, je voulais le placer. Elle est très bien pour la com, celle-là. Oui, oui. En fait, a démarré pratiquement, enfin, la question a démarré par la question de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons depuis pratiquement les années 70 dans un monde qui est soi-disant en crise, tout le temps en crise. Et donc, que ça soit juste ou pas, écologique, crise financière, crise économique, crise mondiale, crise au sens d'un conflit. Ce qui nous amène à nous mettre dans une disposition d'améliorer continuellement les choses pour dépasser cette crise. Il y a dans ce mécanisme-là une orientation que nous avons prise, qui est une habitude, qui est de se penser en déficit, de se penser en dégâts, de se penser en creux comme pour résoudre cette crise, pour la dépasser. Et fondamentalement, je pense que la meilleure manière de dépasser une crise, ou en tous les cas un état instable, puisque c'est ça une crise, c'est de se penser en force, de construire un avenir à partir des éléments qui fonctionnent aujourd'hui, sur lesquels on peut s'appuyer, de mettre du langage à notre service qui soit un langage dynamique. Si on parle de crise continuellement, nous allons nous-mêmes être en crise et créer quelque chose qui est finalement qu'une réalité. Donc je pense que la démarche appréciative, elle n'a pas pour vocation de résoudre une crise, peut-être de couple et encore, mais c'est plutôt de nous inviter à parler différemment. C'est-à-dire que tu démarres pas cette question par 3 fois le mot crise, mais par un monde que nous souhaitons, un monde dans lequel nous voulons vivre, un monde enthousiaste, un monde qui fasse aussi la part belle à du bonheur, de la joie. Et nous avons le droit de ça. Et plus le langage est dans cette orientation, plus nous échangeons dans cette orientation, dans cette destination, et on sait en démarche appréciative, par exemple, que les systèmes que nous composons, les gens vont dans la question des questions qu'on leur pose. Et donc, je pense que c'est, j'allais dire, allez, peut-être ambitieux, mais l'approche appréciative démarre par ce qu'on appelle un langage appréciatif, mais qui n'a pas pour vocation d'effacer le langage déficitaire, de le mettre de côté, de faire comme une Ripollin attitude, on maquille. Non, c'est que l'idée, c'est dans un monde aujourd'hui qui est en crise, nous pouvons aussi le regarder différemment. Parce que c'est là où nous allons puiser notre force, notre énergie. Moi, je crois beaucoup plus au fait que je préfère une manipulation bienveillante en se disant, si nous regardons notre monde comme quelque chose de remarquable, comme un miracle, eh bien, ça vaut le coup aussi que toujours le regarder de manière déficitaire, en creux, et qui finalement nous conduit à avoir des pensées un peu toxiques parce que finalement, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Donc voilà, c'est d'avoir du langage, que ce soit en couple, dans une famille, à l'école, en entreprise, du langage un peu plus dynamique, du langage un peu plus positif qui vienne un peu contrecarrer ce langage déficitaire où je me souviens d'un prompteur dans un accueil d'une entreprise qui mettait dans un monde incertain où il faut faire des efforts. Ben moi, je ne suis pas dans un monde incertain, je suis dans un monde que je construis par mes pensées, par mes actes. Et ça me permet de prendre le dessus sur l'environnement et de ne pas me laisser conduire comme une coquille de noix. Et on sent ta passion, en tout cas. Merci pour ce partage. Jean-Christophe, quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens qui nous regardent?
Ouais, alors, qui je suis pour passer un message, je sais pas, mais de vous inspirer de cette approche, comme toutes les autres d'ailleurs. L'idée, c'est pas d'en prendre une, mais de faire en sorte que tout ce que nous avons en notre possession, des outils, des méthodes, des approches, des cadres de référence, soit au service de notre monde. Bien sûr, il faut gagner sa vie, mais si on a un impact qui dépasse le fait de coacher quelqu'un en 10 séances, mais que cet impact-là fait que cette personne qui est coachée a une vie meilleure, une vie bonne en famille, en couple, dans la société civile, c'est ça. Donc le message, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, qui avons peut-être un regard un peu plus aiguisé, puisque ça nous amène aussi à nous questionner nous-mêmes, ce qui n'est pas la règle du commun des mortels. Nous nous questionnons, nous sommes en introspection, avec humilité. C'est d'agir dans ce monde pour en faire un monde qui, pour nos enfants, ceux à qui on va laisser la place, le voit comme non pas les 3 crises que tu as citées, mais comme un monde merveilleux dans lequel je peux agir. Et puis, il y a peut-être un autre message, mais ça, c'est que nous sommes humbles. C'est-à-dire que l'humilité, vous pouvez être coach, consultant, formateur, facilitateur. Je crois l'humilité est importante. Et de faire confiance aux personnes qu'on accompagne parce qu'elles peuvent agir beaucoup plus vite et beaucoup plus que nous pouvons le faire aussi pour elles. Donc voilà, ce serait le message. Quel est ton état d'esprit là, en ce moment? Eh bien, le fait que tu m'invites à m'exprimer, ça me fait plaisir. Oui, ça m'anime, en fait. Ça m'anime bien. Ça conforte, puisque c'est vraiment une interview non préparée. Hein, donc c'est toujours un feedback pour moi-même parce que je suis pas fini, je ne suis pas arrêté, je ne suis pas encore un produit fini. Et donc, le fait de m'entendre, d'être toujours dans cette voie, et cette voie VOX et VOIE, ça me touche de me dire que voilà, je suis toujours dans la perspective d'agir dans mon petit monde. Et donc l'état d'esprit, vu que je pars à la fin de la semaine à Nice, je pense que c'est un état d'esprit un peu caniculaire, hein, parce qu'il fait très chaud à Nice. Donc je suis ravi de terminer ce premier semestre avec cette interview avec toi, Yotis. Un grand merci, Jean-Christophe, de t'être prêté à l'exercice de la capsule de Proust et d'avoir répondu aux fameuses 13 questions. Et si vous aussi vous avez une question à ajouter à notre capsule, mettez-la en commentaire sous la vidéo. Nous l'ajouterons peut-être dans les 13 questions de notre prochaine capsule de Proust. Merci de nous avoir suivis. Merci, Jean-Christophe. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Yotis.